You know nothing, Jon Snow. Got a theory. Could be Bonnie. Sit down. You never say thank C'est pas faux. you. That's what the money is for. C'est bon, Loulou? The danger. I am the one who knocks. I think that I may be the voice of my generation. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce hors-série de l'été. Je m'appelle Anaïs Bordage et en studio avec moi, elle est ma Giles à moi, Marie Telling. Salut Marie. Salut Anaïs, ça veut dire que tu es Buffy? Ou je suis n'importe qui aurait besoin de Giles dans sa vie. D'accord. Et on a tous besoin de Giles dans sa vie. Pendant l'été, on vous offre des petits épisodes hors série dans lesquels on revisite des séries cultes et estivales qui ont bercé notre jeunesse. Pour cet épisode, on a décidé de revoir le pilote de Buffy contre les vampires pour la 58e fois, puisqu'on le revoit très régulièrement et qu'on le connaît par cœur en fait. C'est vrai. Buffy, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est la série culte de Joss Whedon, sortie en 1997, que l'on a découverte grâce à la trilogie du samedi, et qui a rythmé et redéfini notre vie à Marie et moi. Ouais, rien que ça. Bon, on se met un peu dans l'ambiance, on se met un petit générique avant de commencer. Oui. Ça fait 23 ans que le pilote de Buffy a été diffusé à la télévision américaine, mais nous, on l'a découvert quelques temps après sur M6 pendant la trilogie du samedi. Bon, on a déjà un peu parlé dans le podcast de l'influence que la série a eue sur nous, une très grosse influence, mais il faut dire que c'est notre série préférée à toutes les deux, quoi. Oui, c'est la série qui, je pense, a développé notre goût pour les séries. Enfin, on l'a toutes les deux regardée à l'adolescence pendant la trilogie du samedi, et puis après, on l'a revue ensemble, et c'est un peu comme ça que notre amitié est née aussi. Tout à fait. On se faisait des Buffytons tous les dimanches soirs avec Marie. Quand on était adulte, voilà. Et on continue, puisque c'est ce qu'on a fait pour préparer cet épisode. On a regardé le pilote ensemble, toutes les deux sur le canapé. Ça nous a rappelé plein de bons souvenirs. Et alors, la scène d'ouverture de la série est exceptionnelle. Donc, dès le départ, on sait qu'on va voir quelque chose d'incroyablement féministe, puisque le principe, c'est que c'est une blonde et un jeune beau gosse qui vont dans les couloirs d'un lycée pendant la nuit, donc un lycée désert, et ils y vont pour se rouler des pelles, en gros. Et la blonde a un peu peur, elle lui dit « mais t'es sûre qu'il y a personne ?» Et en fait, on comprend à la dernière minute que la proie, ce n'est pas elle, mais c'est lui. On va écouter l'extrait de cette scène. Hello? There's nobody here. Are you sure? Yes, I'm sure. Okay. Non, c'est une scène qui est très très subversive parce qu'elle renverse complètement le cliché de la jeune femme blonde innocente qu'on voit dans les films d'horreur, qui est toujours la proie, qui finit toujours tuée. Et là, d'un coup, c'est elle la menace. Et en fait, ça présage aussi le personnage même de Buffy, qui est une petite blonde mignonne, adolescente californienne, qui adore les chaussures et s'habiller à la mode, et qui en fait est la plus grande menace qui soit pour les monstres et les démons et les vampires, et qui est l'arme la plus fatale dans toute la série, en fait. Et ça, c'est vraiment un renversement total, et c'est Joss Whedon qui a été brillant en faisant ça, et c'est très féministe dans son essence. Et d'ailleurs, c'était quelque chose d'ouvertement féministe pour lui quand il a décidé de faire ça, et c'était l'image un peu qu'il avait en tête dès le début, il me semble, c'est qu'il pensait à ce retournement du code des films d'horreur, et c'est ça qui a un peu lancé toute l'idée de Buffy. Et alors, il y a aussi plein de personnages méchants comme Darla qu'on entend dans cette première scène, qui est donc une femme vampire, et il y en a énormément en fait dans la série, des femmes qui sont très menaçantes. Ça aussi, c'est assez exceptionnel, et je pense que nous, quand on était gamines, moi, ça me faisait autant plaisir de voir des meufs comme Drusilla. J'adorais Drusilla. Voilà, être particulièrement menaçante et un peu perchée, parce qu'on n'avait pas vraiment l'habitude de voir des méchants qui sont en fait des méchantes. Oui, puis il y a un truc aussi au niveau du côté féministe, mais à la fois aussi, c'est des héroïnes qui sont féminines aussi. Et ça, c'est des héroïnes féminines qui peuvent être violentes, qui peuvent se défendre. Ça, c'était exceptionnel de voir ça à la télé. Et même la série est allée plus loin aussi dans son étude des codes de genre et aussi de la masculinité toxique. Dans la saison 6, les grands méchants, c'est 3 jeunes, et en particulier Warren, qui est le portrait même de la masculinité toxique, et qui est un peu l'incarnation des incels qu'on voit à l'heure actuelle aux États-Unis, c'est-à-dire ces jeunes hommes qui sont extrêmement amers parce qu'ils n'ont jamais eu d'expérience sexuelle, qui en veulent à la terre entière, mais en particulier aux femmes, et qui sont très menaçants par rapport aux femmes. Et c'est marrant parce qu'à l'époque de cette saison, on s'était tous dit, putain, c'est quoi ce méchant ? C'est vraiment nul. Et aujourd'hui, en la revoyant, on se dit que c'était vraiment précurseur et visionnaire de ce qui allait se passer après, et de la façon dont la masculinité toxique allait vraiment
s'exprimer de façon très très violente contre les femmes. Et c'est les plus glaçants, je pense, de toute la série. Comme méchants, c'est vraiment eux, quoi. Ouais, parce qu'en plus, ils sont humains. Ouais, exactement. Et il y en a d'autres. Il y a aussi un prêtre particulièrement misogyne dans la dernière saison. Et puis, il y a le personnage de Riley, qui n'est pas un méchant, mais qui est un personnage qui est un des petits amis de Buffy pendant la série. Et qui a du mal à accepter que sa petite amie soit plus puissante que lui physiquement, en fait. Donc ça aussi, c'est quand même un bel exemple de masculinité toxique. Mais on va en revenir au pilote, qui est vraiment, il faut le dire, quasiment parfait. Il est découpé en 2 parties, donc en fait, ça fait 2 épisodes de 40 minutes. Et le premier est absolument parfait. Le deuxième est un peu plus lent dans le rythme, mais le premier est incroyable. Et en gros, le départ, c'est que Buffy arrive au lycée de Sunnydale, après avoir été renvoyée de son ancien lycée, parce que comme elle est secrètement tueuse de vampires, elle fout un peu le bordel partout où elle passe parce qu'elle se bat et évidemment c'est secret, donc ses proviseurs ne le savent pas, mais elle s'est fait renvoyer et donc elle débarque au lycée et elle se fait tout un tas de nouveaux amis. Et ce qui est très bien dans la première partie, en fait, c'est pour ça que la première partie est très très efficace, c'est qu'on découvre tous les personnages. Dans la deuxième partie, on rentre un peu plus dans l'action, dans un combat contre un démon, et là ça fonctionne pas très très bien parce que la série avait pas bien trouvé son rythme à ce niveau-là. Mais dans la première partie, on découvre Xander, Alex dans la version française, qui est un peu le nerd, qui est hyper mignon, mais qui est le mec un peu loser et qui est complètement fou de Buffy. On découvre Willow, qui est l'intello. On découvre Giles, le bibliothécaire anglais qui a travaillé pour un musée britannique ou peut-être le musée britannique. Et qui est un peu la madame du CDI de Sunnydale, en fait. Voilà, c'est un peu ça son travail. Sauf que si la madame du CDI pouvait vaincre les démons et avait été dans le passé un sorcier de magie noire un peu, où elle avait joué avec la sorcellerie noire. Et était hyper sexy et faisait des solos de guitare de temps en temps. Ça, c'est le test du fait qu'on a vieilli, c'est qu'à l'époque, je trouvais que Xander était mignon, aujourd'hui Giles, quoi. Mais Giles all the way. Et du coup, on découvre tous ces personnages. Et puis, il y a aussi Cordelia, on va en reparler, mais qui est vraiment incroyable. Et tout se met en place. Et c'est vraiment... Enfin, c'est assez exceptionnel parce que beaucoup de pilotes, quand on les regarde, prennent du temps à trouver leur voix, à trouver leur rythme. Et là, tout de suite, tous les dialogues fonctionnent. C'est très, très bien écrit. C'est très dynamique. Et on comprend tout de suite... la personnalité des personnages et des lycéens en fait qui entourent Buffy. Et alors ce qui est incroyable, c'est que beaucoup de pilotes de série pourraient s'estimer chanceux d'avoir peut-être une réplique culte qui va rester en tête. Par exemple, dans Newport Beach, il y a Welcome to the Ossie Beach. Et en fait, dans Buffy, il n'y en a pas une, il y en a des dizaines. C'est-à-dire que après, certes, on a vu le pilote 45 fois chacune et on le connaît par cœur, mais il y a tellement de répliques mémorables, c'est hallucinant. Et alors, on va écouter un extrait qui, pour moi, représente parfaitement la perfection de ces dialogues. C'est-à-dire que c'est un moment où il y a un cadavre qui a été retrouvé dans le lycée et donc Cordelia prévient Buffy qu'un jeune garçon a été retrouvé mort et il y a une espèce de va-et-vient de dialogue absolument incroyable de répartie entre plusieurs personnages. Ça fuse, c'est incroyable et en même temps ça fait un travail d'exposition. Donc on va écouter ça tout de suite. I don't mean to interrupt your downward mobility, but I just wanted to tell you that you won't be meeting Coach Foster, the woman with the chest hair, because gym was canceled due to the extreme dead guy in the locker. What are you talking about? Some guy was stuffed in Aura's locker. Dead. Totally dead. Way dead. It's not just a little dead then. Don't you have an elsewhere to be? How did he die? I don't know. Well, were there any marks? Morbid much? I didn't ask. Voilà, donc c'est une succession de répliques géniales les unes après les autres, tout ça pour qu'on comprenne que Buffy a tout de suite tilté qu'il y avait un vampire dans le lycée et que par contre autour d'elle, ils sont tous complètement à l'ouest. C'est vraiment très très bien écrit et les répliques cultes, bien sûr nous on le connaît par cœur, mais je sais que ma mère elle-même, je le regardais avec ma mère quand j'étais adolescente, se souvient de répliques et me les ressort parfois. Il y a une scène où Jessie drague Cordelia à un moment et lui dit tu veux danser? Elle dit avec toi? Il lui dit oui, et elle dit non. Et ma mère me ressort ça tout le temps et c'est vraiment c'est beaucoup plus drôle quand on le regarde hein, mais c'est bien, on a la reproduction vraiment en le revoyant, je me rendais compte juste dans un cadre de peut-être 15 minutes, ça fuse, mais c'est incroyable. Donc il y a le moment où Buffy perd son pieu et Xander lui rend en lui disant « Je comprends pas trop à quoi ça te sert, à part si t'essayes de construire une toute petite clôture. » Il y a aussi le moment où, encore une fois, une merveille d'exposition, où Buffy explique comment ça marche, les vampires, et pour être transformé en vampire, et dont elle dit « Il faut qu'il suce son sang. » Et après, il faut qu'il suce son sang. Et en fait, c'est une grosse histoire de suçon. Et ça, c'est incroyable aussi. C'est vraiment juste la meilleure manière d'expliquer comment fonctionnent les vampires. Non, puis il faut dire un truc, c'est qu'en fait, pendant l'épisode,
épisodes, ils doivent exposer énormément de trucs. C'est-à-dire qu'ils doivent exposer son passif à elle, son histoire, pourquoi elle est arrivée, qu'est-ce qui s'était passé à Los Angeles. Ils doivent exposer aussi qui et comment ils interagissent. Et ils doivent exposer aussi toute la mythologie. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un vampire, comment est-ce qu'un vampire meurt dans cet univers. Est-ce que là, ça fonctionne ou pas? Exactement. Et quel est son rôle à elle? Quel est le rôle aussi de son superviseur, c'est-à-dire de Giles? Et en fait, tout ça est exposé à travers des dialogues qui sont très bien écrits, mais aussi très méta, parce que Joss Whedon est assez intelligent pour voir que les trucs d'exposition, c'est hyper chiant en règle générale. Et du coup, il transforme ça en faisant dire à Buffy que c'est chiant. C'est-à-dire que quand on lui raconte ce qui se passe, quand on commence à lui dire un vampire, c'est ça, machin, tout ça, il dit non, mais je sais, c'est bon, quoi. Enfin, et il y a vraiment plein de dialogues comme ça qui, en même temps, nous permettent à nous de comprendre, tout en rendant ça assez punchy et très drôle. Puis du coup, ça montre qu'ils ont énormément d'autodérision, et c'est quelque chose qui deviendra la marque de fabrique de la série jusqu'à la fin. C'est vraiment, dès que ça devient un peu trop con, parce que ça s'appelle quand même Buffy contre les vampires, donc rien que dans le titre, il y a cet aspect méta, parce que c'est un titre complètement ridicule, mais ils jouent tout le temps sur ça, et dès que ça commence à virer vers le ridicule, ils font une blague dessus. Oui, ils font toujours des blagues sur le nombre d'apocalypses auxquels ils ont survécu. Ouais, voilà. Enfin, il y a même une chanson dans l'épisode Once More We're Feeling qui est sur le fait, Apocalypse, we've all been there. C'est vraiment il y a toujours des blagues sur le fait que c'est ridicule comme prémisse, mais en même temps, c'est par bien exemple, à un moment, il y a un vampire qui a une âme, Angel, et il y a un épisode où Spike dit « Non, mais un vampire avec une âme, mais c'est complètement débile !» Donc, en fait, on a plein de moments comme ça, et il y a un moment dès le pilote qui établit très bien ça. C'est un moment qu'on va écouter tout de suite, où en fait, Giles essaye de rappeler à Buffy son rôle, puisque Buffy est réticente à être tueuse de vampires. Elle veut juste être une adolescente normale, et il lui rappelle la prophétie qui la concerne. I have no idea what's going on, do you? You think it's coincidence you're being here? That boy was just the beginning. Oh, why can't you people just leave me alone? Because you are the Slayer. Into each generation, a Slayer is born. One girl in all the world, a chosen one born with a Strength and skill to hunt the vampires, to stop the spread of their evil blah, blah, blah. I've heard it, okay? C'est exceptionnel. Tout est exceptionnel. C'est vrai. Non, mais c'est très malin parce qu'effectivement, la prophétie, en plus, elle est conne. Enfin, ils la mettent au début de chaque épisode. C'est vraiment une seule femme, elle est élue, elle seule peut tuer les vampires, machin. Et en fait, à force de le répéter, ça devient complètement débile. Et donc, dès le début, Buffy nous rappelle que c'est un peu débile, cette prophétie. Et en même temps, ce qui est très marrant, c'est que c'est très, très drôle. Il y a de l'humour méta. Et en même temps, ça établit une des dynamiques dramatiques les plus importantes de toute la série, qui est la réticence de Buffy, qui aimerait juste pouvoir vivre sa vie normalement et ne pas avoir la pression d'être une tueuse de vampires à 16 ans. Oui, c'est très bien établi dès cet épisode. Par exemple, quand elle annonce à Giles qu'il y a un élève qui a été tué par un vampire, il lui dit c'est ce que je craignais. Et elle lui dit mais moi ce que je craignais c'est être en retard pendant mon premier jour, ne pas avoir la dernière tenue à la mode. Je craignais pas ça, quoi. Ouais. Et il y a toujours cette tension dans la série et on la comprend dès le premier épisode. C'est très bien établi. Et en plus de ça, le côté, comme tu dis, ridicule de la prophétie elle-même et du fait que ce soit une femme qui soit élue, c'est quelque chose qui va être extrêmement important dans le reste de la série et surtout ça va devenir un point de l'intrigue, ouais. Exactement, et ça va devenir même un point de l'intrigue finale qui est le point majeur. Et ça, en fait, c'est quelque chose qu'on établit dès le début, qui est un peu tourné en dérision et en blague plusieurs fois, mais qui va être très important et avoir énormément de pathos à la fin. Ouais, et qui, encore une fois, ça porte vraiment le message féministe très fort et nuancé de la série, ce qui est assez impressionnant pour une série qui date des années 90, puisque à la fois, c'est une femme, une jeune fille blonde qui est censée être une tueuse et se battre contre les démons, etc., ce qui est déjà très féministe, mais il y a aussi le discours de pourquoi elle devrait représenter toutes les femmes, en fait, pourquoi elle devrait endosser cette pression énorme sur ses épaules plutôt que toutes les femmes, en fait, qui existent autour d'elle. Et ça, c'est incroyable d'avoir déjà un discours si nuancé. Et ça fait bizarre, quand on a vu la série plusieurs fois jusqu'au bout, de revoir ce pilote et de voir que, à 20 minutes d'épisode, on a déjà ça qui est établi. Mm-hmm. Et en plus, ce qui fonctionne vraiment très bien, c'est que les acteurs sont tous excellents dans la série, y compris les jeunes acteurs, alors que souvent dans les teen dramas, les jeunes acteurs sont pas très bons et leur jeu est compensé par des acteurs vétérans qui sont là pour jouer leurs parents ou leurs profs. Et là, l'acteur qui joue Giles est très très bon, mais Sarah Michelle Gellar qui joue Buffy, elle est exceptionnelle. Enfin, je dis exceptionnelle 25 fois par minute pendant cet épisode, mais elle est vraiment excellente. Elle a un très bon timing comique. Et elle a aussi beaucoup de pathos. Elle est vraiment impressionnante. Oui, elle peut être très vulnérable. Mais tout le casting est vraiment très, très bon. Xander est drôle. Je vais te dire un truc qui est controversé, mais je trouve que Alyson Hannigan, qui joue Willow, est un peu plus monochrome au niveau de son jeu.
Surtout dans les 2 ou 3 premières saisons, elle joue tout le temps un peu l'innocence et le côté un peu naïf. Sauf dans un épisode que j'adore où elle se transforme en vampire méchante, et alors là, elle est géniale. Mais c'est vraiment un casting exceptionnel, et moi, ma préférée, on en a parlé juste avant, c'est vraiment Cordelia, jouée par Charisma Carpenter, et qui a un timing au niveau, dès qu'on lui donne une réplique, elle nous fait un petit bijou de moment, mais Cordelia, je l'adore. Enfin, c'est vraiment... Quand elle est partie de Buffy, ça m'a brisé le cœur parce qu'elle était tellement drôle. Et on la voit, mais dès le premier épisode, c'est la star, quoi. Enfin, c'est pas la star, mais c'est une star. Une star. Bah, surtout, elle a un rôle assez ingrat, puisqu'elle joue vraiment la mean girl. C'est la fille populaire du lycée qui essaye de se rapprocher de Buffy, parce que Buffy est cool, parce qu'elle vient de Los Angeles. Mais en fait, elle est très intéressée, elle est très méchante avec Willow, elle est très méprisante avec tous les losers, comme elle les appelle, du lycée. Donc, elle joue quand même un rôle qui est assez ingrat, mais qu'elle rend tellement divertissant qu'on n'a aucun problème à la voir être méchante avec tout le monde. Et après, elle sera humanisée dans les futures saisons, mais au début, c'est vrai qu'elle joue juste une connasse. Oui, elle joue une connasse, mais c'est très drôle de regarder les connasses. C'est comme Regina George dans Mean Girls. C'est toujours un plaisir de regarder des connasses. Parce qu'elle le module très bien. C'est-à-dire qu'il y en a certains chez qui ça aurait pu vraiment pas fonctionner, mais elle le joue très très bien. Et chaque réplique qui sort de sa bouche, c'est une merveille. On va écouter un extrait où Buffy est en train de chercher un vampire et Cordelia arrive par derrière. Donc Buffy l'attrape par la gorge par surprise parce qu'elle pense que c'est un vampire. Et Cordelia, évidemment, est complètement choquée. Elle comprend pas pourquoi cette nouvelle meuf du lycée est en train de l'agresser avec un pieu. Et on va écouter sa réaction. C'est juste une réaction d'anthologie. Cordelia! God! What is your childhood trauma? Have you guys seen Willow? Did she come by here? Why? Do you need to attack her with the stick? Jeez. Excuse me. I have to call everyone I have ever met right now. Le « What is your childhood trauma ?» je l'utilise presque de façon hebdomadaire dans des textos ou des choses comme ça. Donc ça veut dire en français « Quel est ton traumatisme de l'enfance ?» Enfin, c'est tellement drôle et elle le dit tellement bien. Et puis la fin aussi, la dernière réplique. Oui, quand elle dit excusez-moi, il faut que j'appelle littéralement toutes les personnes que j'ai rencontrées tout de suite pour leur dire que je viens de me faire agresser par Buffy. C'est juste très très drôle et les répliques sont excellentes. Mais je pense que sans le talent de Charisma Carpenter, ça ne fonctionnerait pas aussi bien. Elle est vraiment géniale. Et alors, ce qui est marrant, c'est que cette scène se passe au Bronze, qui est donc le club au nom un peu ingrat de Sunnydale. Un club qu'on ne comprend pas, quoi. Enfin... Voilà, un club où tous les lycéens qui ont 15 ans vont pour boire du chocolat chaud jusqu'à minuit, alors qu'il y a des groupes de heavy metal qui jouent des concerts derrière, et où il y a même Cordelia, la mean girl, qui dit « Oh, I love this song !» alors que c'est une chanson qu'aucune mean girl de l'époque n'aurait écoutée. Peut-être qu'elle aurait écouté Gwen Stefani, par exemple, mais certainement pas ça. C'est juste le club le plus absurde de l'histoire des clubs d'adolescents. Et puis le Bronze se transforme en un club normal quand eux commencent à être en âge de pouvoir boire légalement. D'un coup, ils peuvent boire de l'alcool au Bronze. Et en même temps, ils sont cardés. Enfin, on leur demande de leur pièce d'identité à l'entrée. Mais ils boivent du chocolat chaud. Enfin, c'est incompréhensible. Cet endroit, mais c'est magnifique comme endroit. Mais ça fait partie des éléments les plus charmants de Buffy, c'est-à-dire qu'il y a des trucs qui sont pas encore très bien définis et qui le seront jamais vraiment, comme la ville, par exemple, qui est à la fois censée être minuscule, mais qui a une université, un port, un aéroport, voilà, mais qui en même temps n'a qu'un seul bar et une seule rue. Voilà, une seule Main Street. Exactement. Quoi. Et par contre, un cimetière qui fait 45 000 km². Oui, il est plus grand que le cimetière de New York, c'est. Mais c'est ça qui est hyper charmant et c'est ça que j'aime beaucoup dans Buffy, c'est qu'il y a toujours... ils ont toujours su mettre l'accent sur ce qui était important en termes de crédibilité et notamment une crédibilité émotionnelle. C'est-à-dire qu'au final, c'est pas très grave si le Bronze, ça ne fait aucun sens. En plus, il y a des super groupes des années 90 qui y jouent, donc on est content. Mais par contre, ce qui est important, c'est que les personnages fassent sens d'un point de vue émotionnel. Et ça a toujours été très réussi dans la série. Et surtout au début, ce qui est établi dès le pilote, c'est la métaphore des traumatismes de l'adolescence qui sont des monstres. Et donc là, ils sont littéralement des monstres dans la série. Et on voit par exemple Willow qui est un peu timide, qui comprend pas pourquoi elle a aucune relation avec des garçons, qui va essayer là dans le pilote d'aller draguer un mec. Et en fait, il se trouve que c'est un vampire. Donc déjà, on a établi de manière très claire que toutes les peurs les plus féroces de l'adolescence, là, elles sont transformées en véritables peurs, en monstres. Ouais, et puis même, littéralement, le lycée est sur la bouche de l'enfer. Donc, c'est le lieu le plus infernal de l'histoire. Toute la série, vraiment...
fait des métaphores plus ou moins discrètes, parce qu'il y en a qui sont assez évidentes. Il y a un moment où, quand elle est avec Riley, justement, ils deviennent tellement obsédés par le sexe ils s'enferment et ils n'arrêtent pas de coucher ensemble jusqu'à devenir complètement fous, un truc comme ça. La maison dans laquelle ils couchent se transforme en espèce de jungle où, genre, elle est impénétrable, en fait. Cet épisode est très nul, mais c'est vraiment la métaphore un peu naze du truc. Mais... Et puis, par exemple, t'as une élève dans la première saison qui est la plus cheap, souvent connue comme la plus cheap, et qui est très procédurale, c'est-à-dire que chaque épisode, il y a vraiment un méchant ou un cas à résoudre. Et il y en a un où, par exemple, c'est une élève qui se sent tellement ignorée par le reste de ses camarades de classe qu'elle devient littéralement transparente. Ils y vont un peu fort, surtout au début dans les métaphores, mais en même temps, ça fonctionne parce que j'ai commencé à regarder ça, j'avais 8 ans, jusqu'à l'âge du collège ou lycée. C'est exactement le type de problématique qu'on pouvait avoir de manière métaphorique. Il y a énormément de niveaux de lecture sur Buffy, c'est-à-dire que moi, j'ai adoré le voir quand j'avais 12-13 ans, j'étais complètement fan de la série. Et après, quand je l'ai revu à l'âge de 20-21 ans, en plus en anglais sous-titré, pour la première fois et pas en version française, j'ai découvert vraiment la finesse de l'écriture, la subtilité, certaines métaphores que j'avais pas compris. Et Buffy, c'est pas pour rien que c'est la série la plus enseignée dans les universités américaines. C'est-à-dire que plus que Les Sopranos, plus que Breaking Bad, plus que toutes les séries The Wire. C'est une discipline d'ailleurs qui s'appelle les Buffy Studies. Comme il y a les Gender Studies ou les Cultural Studies, il y a des Buffy Studies. Parce que ça couvre aussi bien justement le féminisme, les questions de genre, ça couvre l'adolescence, la croissance, le rite initiatique, ça couvre aussi les mythologies et l'utilisation des mythologies dans la pop culture. Il y a énormément de niveaux de lecture et c'est une série qui est très intelligente. Je pense qu'on n'a plus besoin de le dire parce que aujourd'hui c'est acquis que c'est une série culte et qui est brillante. Mais je me souviens quand je disais aux gens que je regardais Buffy contre les vampires au collège ou au lycée, on se foutait de ma gueule. Et parce que c'était Buffy contre les vampires, quoi. C'était le nom est ridicule. Et aujourd'hui, je pense que c'est acquis que c'est une très très bonne série, mais il y a encore des moments où on doit convaincre les gens. Mais c'est vraiment pour moi du même niveau que The Wire. C'est juste différent, mais au niveau de l'écriture, de la finesse et de l'intelligence de la série, c'est du même niveau. Le truc, c'est que quand on l'a découvert pour, je pense, la grande majorité, si ce n'est l'intégralité d'entre nous, on l'a découvert à la télévision française avec un doublage. Et le doublage est notoirement mauvais. Et il y a plein de blagues très, très intelligentes et de répliques qui ont un double sens ou parfois un triple sens de lecture qui ont été très mal traduites dans le doublage. Et donc, ça vaut vraiment le coup de revoir la série en anglais. Elle est disponible sur Amazon Prime, d'ailleurs, on l'a pas dit. Mais vous pouvez la trouver sur Amazon avec des sous-titres. Et j'ai vérifié, les sous-titres sont pas mal. La traduction des blagues est pas mal dans les sous-titres en français. Et juste, faut la voir en VO pour comprendre aussi le niveau d'intelligence parce que la version française est vraiment pas au niveau. Bon, il faut quand même parler des choses qui ont un peu moins bien vieilli dans l'épisode. On l'a dit, au niveau du rythme, il y a un petit problème quand même sur le deuxième épisode. Faut dire déjà, le maquillage est vraiment un peu grossier. On sent qu'il n'y avait pas beaucoup de moyens. L'utilisation de la musique, moi, je la trouve vraiment pénible. C'est-à-dire que dans les scènes de bataille, c'est tout le temps... Et ça rythme vraiment les scènes de bataille très bizarrement. Même les scènes de combat sont encore assez laborieuses. Il y a aussi le fait que dans la série, après, ce qui va devenir la marque de fabrique de Buffy, c'est vraiment qu'elle a des réparties incroyables quand elle se bat contre des monstres. Et il y a un peu moins ça dans la scène d'action qui prend vraiment beaucoup de temps dans la deuxième partie de l'épisode. Il n'y a pas du tout de répartie un peu sassy. Donc c'est ça qui fait qu'on a envie qu'elle passe à autre chose. Ouais, il y en a beaucoup dans le combat de la première partie, justement, à la fin, mais pas dans la deuxième partie. Elle est vraiment elle est laborieuse un peu. Mais mais après, ça s'est amélioré vraiment sur le temps au niveau des batailles. C'est-à-dire, si vous commencez Buffy aujourd'hui, ne vous découragez pas, regardez tous les meilleurs côtés du premier épisode, ça va être ça la série en fait. Amplifié. Oui, parce que il y a c'est vraiment le premier épisode, il est mignon, il est marrant, il est très bien, il établit très bien toute l'intrigue et tous les personnages, mais ça va partir vers des hauteurs et de brillance sérielle inimaginé. Il y a quelques personnages aussi qui sont encore pas très bien définis dans le pilote et qui le seront beaucoup mieux par la suite. Le plus frappant, c'est Joyce, où ça nous a vraiment fait bizarre à toutes les deux en le revoyant, parce que c'est donc Joyce, c'est la mère de Buffy. Elle vient de divorcer de son mari, en partie parce que Buffy leur cause du souci, parce qu'elle est tueuse de vampires, mais ils ne le savent pas. Elle fait beaucoup d'allusions pendant le pilote sur le fait qu'elle écoute des cassettes de self-help pour savoir comment être une bonne mère, ce qui est complètement à l'opposé de la Joyce qu'on connaît après plus tard, qui a vraiment beaucoup d'assurance en elle et qui est une mère franchement assez remarquable. Au début, elle l'est pas du tout. Elle est assez étouffante pour Buffy. Elle lui fait pas du tout confiance. On peut comprendre, hein, elle a brûlé un gymnase à Los Angeles. La mère, elle est pas au courant qu'elle est en train de combattre les vampires. Après, quand Buffy lui dit « Ce soir, je vais à un club », elle lui dit « Ah bah super, amuse-toi bien, ma chérie ». C'est ça. Le problème avec Joyce, c'est pendant les 2 premières saisons, je dirais, jusqu'à ce qu'elle apprenne que Buffy est tueuse de vampires.
C'est complètement paradoxal, en fait. Elle est utilisée comme un outil narratif pour empêcher Buffy de sortir, ou pour être menacée et pas savoir, et Buffy doit cacher sa véritable identité à sa mère. Elle est toujours utilisée comme un outil narratif, et du coup, c'est pour ça que son développement est vraiment pas... Il n'y a pas de cohérence sur tout. l'écriture de son personnage, ouais, c'est clair. Alors qu'une fois qu'elle apprend l'identité de sa fille, d'un coup, elle peut vraiment être mère, et elle peut avoir une relation mère-fille qui est beaucoup plus intéressante. Et puis du coup, elle a un rôle qui est intégré à l'intrigue, puisque aussi le problème, quand t'es un peu le seul personnage de la série qui ne sait pas que Buffy, tueuse de vampires, est une tueuse de vampires, t'es forcément mise sur le côté de l'intrigue, alors qu'une fois qu'elle le sait, elle participe même un peu aux missions du Scooby Gang, donc c'est beaucoup plus intéressant pour son personnage, puisqu'elle occupe un rôle un peu plus central dans l'intrigue. Et puis après, il y a aussi Giles, alors c'est un peu moins le cas, et puis il est quand même très bien défini, c'est un peu le Britannique coincé, où justement on découvrira après qu'il a un passé un peu plus sombre, un peu plus sexy, mais au début il est juste très coincé. Il est assez dur avec Buffy, mais comme il la connaît pas, c'est un peu bizarre de revoir ça dans le pilote, où il la pousse limite contre les casiers dans le couloir pour lui dire non mais tu comprends pas, il y a des monstres partout. Enfin, il y a certaines actions qui sont assez surprenantes, je trouve, de la part de Giles, quand on sait ce qui va devenir après pour elle et qu'il va avoir un vrai rôle paternel. Moi, c'est surtout en regardant le premier épisode, si je savais pas ce qu'allait devenir Giles, je me dirais tiens, il pourrait être un peu creepy, quoi. Enfin, il pourrait être un peu un... Alors qu'après, c'est vraiment une figure paternelle idéale, quoi. Enfin, et puis il est hyper moral, hyper droit. Mais dedans, là, on se dit... Enfin, parfois, il se penche derrière elle en lui disant des trucs. Et je pense qu'en fait, c'était juste le plan qu'il voulait. Enfin, c'est pas du tout un truc... Tu sens que c'est pas voulu dans l'écriture du personnage qu'il voulait comme ça. Mais il y a des scènes où t'es là, mais enfin bon, t'es un adulte avec une adolescente. Pourquoi tu te penches à son oreille en train de lui parler dans un club ? Enfin, c'est bizarre, quoi. Non, c'est ça. Et moi, c'est ces moments-là que je trouve un peu... pas encore très bien défini, parce que c'est juste un langage corporel que Giles n'utiliserait pas du tout par la suite, et donc on sent qu'il y a encore des... Bon, c'est vraiment minime, hein. Ça c'est parce qu'on a vu le truc 25 000 fois et qu'on est complètement obsédé, mais on sent vraiment qu'il y a encore certains trucs qu'il leur reste à développer, qu'il leur reste à trouver pour vraiment bien comprendre qui sont ces personnages. Et puis après, le plus gros problème, c'est la mort de Jesse, qui est donc le meilleur ami de Xander et Willow, qui est un lycéen aussi. Et en fait, il va se faire kidnapper par des vampires au fil de l'épisode et être transformé lui-même en vampire. Et c'est censé établir, comme dans n'importe quelle histoire de zombies ou de vampires, que en fait, tu peux mourir d'un moment à l'autre, et que en plus l'horreur de cette transformation, c'est que tu vois quelqu'un qui a été ton ami ou que t'as aimé et qui ensuite est transformé en coquille vide. C'est pareil pour les zombies ou pour les vampires, c'est-à-dire qu'il perd son âme, et du coup c'est très difficile de les tuer parce que t'es confronté à la personne, au corps de la personne que t'aimes, mais c'est plus du tout cette même personne à l'intérieur. Et donc ça aurait dû être un moment vraiment poignant de voir Jesse, qui était un mec qui est censé être sympathique et qu'ensuite on perd, et c'est censé être un peu la première mort frappante de la série, et c'est pas du tout réussi. Non, on s'en fiche un peu de Jesse, en fait, on l'oublie très vite. Et puis, non seulement on l'oublie très vite, mais la série l'oublie très vite, parce que quand même, c'est un ami d'enfance de Willow et Alex, c'est leur meilleur ami dans le premier épisode, et on n'en reparle jamais. C'est-à-dire qu'on ne reparlera jamais du deuil d'avoir perdu un de leurs amis les plus proches, comme ça, dès le premier épisode. Enfin, c'est très, très anecdotique. Et dans l'épisode aussi, on s'en fiche un peu. C'est plus le fait qu'il soit un vampire, c'est plus une menace, parce qu'en fait, on croit qu'ils l'ont sauvé, et en fait, il va les menacer. Même sa mort est tournée un peu en blague, parce que Alex le menace avec un pieu et n'ose pas le tuer. En fait, il est poussé contre le pieu par quelqu'un qui est en train de s'enfuir. Et du coup, c'est un peu un moment lolilol, quoi. Ouais. Alors qu'il vient quand même de tuer un de ses meilleurs amis. Un de ses meilleurs amis qui était transformé en vampire. Ouais. Mais enfin, bon, du coup, là, il y a un petit problème quand même au niveau de la caractérisation du personnage, ça, c'est sûr. Et puis, c'est quand même censé rappeler que, justement, dans la série Buffy contre les vampires ont une apparence normale jusqu'au moment où ils se changent et leur visage devient très moche et ils ont les sourcils tout froncés. Et du coup, c'est aussi censé montrer que tu peux faire confiance à personne, parce que quelqu'un pourrait être un vampire sans que tu ne le saches. Donc c'est censé établir ça, donc en termes d'exposition, pourquoi pas, mais c'est vrai que l'exécution est pas très bonne, et à part Xander qui donne un coup de pied dans une poubelle parce qu'il est triste que Jesse soit mort, il n'y a pas vraiment d'autres signes que c'est un deuil particulièrement douloureux. T'as juste l'impression qu'ils ont une mauvaise note en histoire, quoi. Enfin, c'est pas vraiment pas... Mais le problème aussi de l'épisode, c'est quand même The Master, et c'est le problème de toute la première saison, c'est-à-dire que c'est peut-être le pire méchant de tout Buffy, je pense. En gros, c'est donc le délire du Master, c'est que c'est un vampire très 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 ancien. Déjà, il parle avec une patate chaude dans la bouche, comme ça.
Alors que c'est censé être un vampire hyper flippant, il porte une espèce de long trench en cuir avec une ceinture... À la Matrix un peu. Ouais, vraiment complètement ridicule. Et puis, il a la bouche, on dirait qu'il s'est mis du rouge à lèvres et qu'après, il se l'est étalé ou qu'il a bu trop de jus de raisin ou je sais pas, un truc comme ça. Il est tout blanc avec du rouge étalé tout autour de la bouche. Enfin, ça va pas du tout. Et il est ridicule. Et donc, c'est le master. Et en fait, c'est lui qui, pendant toute la saison, va être la menace suprême pour Buffy et qui va la traumatiser, tout ça. Et quand tu le vois, tu te dis, mais non, enfin, juste ce mec, il fait pas peur du tout. Et il y a d'autres vampires, même dans le pilote, qui font plus peur que lui. Là où Buffy va commencer à prendre son envol, c'est dans la saison 2, c'est quand Spike et Drusilla vont arriver, qui sont quand même parmi les meilleurs méchants de toute l'histoire de Buffy. Et c'est là où on voit que quand même, enfin, avoir un bon méchant, ça compte beaucoup, parce que dans la première saison, c'est vraiment le problème. Dès qu'il y a une scène avec The Master, t'es là, oh non, enfin, t'as envie de zapper. Ouais, alors que dans la saison 2, quand il y a des scènes avec Drusilla et Spike, mais c'est les meilleures scènes, quoi. Enfin, c'est génial. Pour terminer cet épisode, on a décidé de faire un petit jeu. On va chacune essayer de constituer l'équipe parfaite pour survivre à l'apocalypse en sélectionnant chacune 5 personnages de la série. Donc le principe, c'est qu'on doit en choisir un chacune à notre tour et on ne peut évidemment pas choisir un personnage qui a déjà été sélectionné par l'autre. Donc il faut vraiment penser stratégique, il faut savoir qui va choisir Riley en premier, puisqu'évidemment on sait que tout le monde a envie d'avoir Riley dans son équipe, n'est-ce pas ? Et pour cet épisode, c'est moi qui ai l'honneur d'avoir le premier choix. Donc j'ai trop peur de qui tu vas choisir. Il va falloir être très stratégique, j'ai beaucoup réfléchi. Je pense que mes choix vont paraître un peu bizarres, mais pour mon premier choix, j'ai choisi Spike. Oh ça m'énerve tellement. Voilà, je te déteste. Je suis contente. C'est évident, hein, parce que Spike, déjà, c'est un des meilleurs personnages de la série. C'est le plus canon. Il a tué beaucoup de tueuses de vampires, donc il sait se battre très très bien. Il est très fort, il est très beau. Je veux plus être amie avec toi. Il est très drôle. Une de mes scènes préférées de toute la série, c'est dans la saison 7, quand c'est vraiment l'apocalypse pour la 8 millième fois, et que Buffy s'endort avec Spike qui la berce et qui lui met son long manteau en cuir dessus pour lui servir de couverture. Et ça, c'est un peu mon rêve, s'il y a l'apocalypse, c'est que je puisse dormir avec Spike et qu'il mette son manteau en cuir sur moi. Donc rien que pour ça, j'étais obligée de le choisir en premier. Bon, je suis dégoûtée parce que c'était mon premier choix aussi, évidemment. Un peu pour les mêmes raisons, parce qu'il est magnifique et qu'il est génial et qu'il est hyper drôle. Mais aussi parce que moi, ma stratégie pour l'apocalypse, en fait, c'est que pour survivre, autant être un vampire ou un démon. Et donc, mon premier choix, si c'est pas Spike, c'est Angelus, c'est-à-dire Angel, mais en méchant. Angel, pour resituer, c'est un vampire qui a récupéré son âme, dont Buffy va tomber amoureuse. Mais dans la saison 2, Angel perd son âme à nouveau et devient Angelus. Et Angel, quand il a son âme, il est hyper chiant. Mais Angelus, c'est un des meilleurs méchants. Il est horrible. Et je me dis, lui, c'est sûr, dès qu'il y a l'apocalypse, il va me changer en vampire. Donc déjà, c'est bon, c'est établi. Je suis en vampire avec lui. Et il est tellement méchant, mais tellement beau que ça m'ira très bien. C'est vrai, je pourrais me faire changer en vampire par Spike, si je le voulais. Du coup, mon deuxième choix, ça va être Buffy, puisque c'est quand même la tueuse de vampires et que c'est sans doute la personne la plus puissante de toute la série. Elle sait se battre, elle a une super collection de vestes en cuir que je pourrais lui emprunter pendant l'apocalypse. Elle a une stash d'armes absolument extraordinaire. Elle a un coffre entier avec des haches, des arbalètes, des pieux, tout ce qu'il faut. Donc, si je veux survivre pendant l'apocalypse, honnêtement, il faut Buffy dans ma team. Je t'avoue, j'ai même pas Buffy dans mon draft parce que, justement, vu ma stratégie, je veux avoir une équipe, en fait, de gens un peu méchants, enfin, une équipe de démons. Ouais. Donc, mon choix suivant, c'est Giles, mais quand il était Ripper, c'est-à-dire Giles nice. Quand il faisait de la magie noire. Parce que je me dis qu'il était assez badass, il était anglais, il portait du cuir aussi, il s'est fait tatouer et je le verrais bien dans mon équipe, tu vois, pour asservir le reste de la planète qui n'a pas été tuée par l'apocalypse. Ouais, je sais pas si Giles serait capable d'asservir non, pas asservir, pas asservir, mais enfin faire de nous un groupe assez redoutable, quoi. Ok. Écoute, mon troisième choix, ça va être Drusilla. Oh. Qui est donc une vampire, qui est la petite amie de Spike et qui est complètement perchée. C'est un des personnages les plus perchés de toute la série, en fait. Elle a des espèces de prophéties, elle voit un peu, elle sent, elle est un peu médium, en fait. Enfin, elle a plein de pouvoirs, un peu d'empathie, enfin un peu décuplée, quoi. En fait, elle a été torturée par Angelus pendant des années, ce qui fait qu'elle a perdu la boule, mais ça la rend démoniaque et vraiment hyper divertissante. Et apparemment, je m'en souviens plus, mais quand j'étais petite, ma mère m'a dit que la seule raison pour laquelle je voulais voir Buffy, c'était Drusilla, et que je hurlais tous les après-midi, j'étais là, je veux voir Drusilla, je veux voir Drusilla, et que donc j'étais déjà très dark à l'époque puisque c'était mon idole absolue. Donc voilà, je veux Drusilla dans ma team. En plus avec Spike, je pense que ça va faire un bon combo. C'était ma suivante aussi, mais je pense qu'en même temps, je me disais Spike et Drusilla,
Drusilla ensemble, le problème c'est que tu sais qu'il va n'avoir Dieu que pour Drusilla. Et du coup, il va t'ignorer complètement. Bah, je sais, mais j'ai aussi choisi Buffy, pour laquelle il n'a que Dieu aussi. Donc, Ouais, c'est ça. Enfin, vraiment, mais avec un peu de chance, on pourrait faire un super quadruple. D'accord. Du coup, moi, mon 3e choix, c'est Willow, mais quand elle est vampire. Donc, c'est Willow. Je décèle un petit schéma dans ton processus. Parce que Willow, quand elle est vampire, elle est vraiment géniale, faut dire ce qui est. Donc, c'est le temps d'un épisode. Elle revient dans un 2e épisode, mais c'est un épisode où, en fait, on découvre ce que Sunnydale serait devenu sans Buffy, si Buffy n'était pas venue. Le Master, donc le méchant dont on a parlé, aurait gagné, et Willow aurait été transformée en vampire. Et Willow en vampire, elle est juste délicieusement perverse et exceptionnelle. Elle est très drôle. Elle est géniale. Elle est habillée tout en cuir. Elle est queer. Et vraiment, l'avoir dans mon équipe, ce serait génial. J'avoue, très bon choix. Bah, je pense que pour mon 4e choix, je vais la remonter un petit peu parce que je commence à comprendre ta stratégie. C'est Glory. Ah, tu l'avais pas? Non, je l'avais pas mis. Okay. Elle m'énerve un peu. Moi aussi, mais en même temps, je me dis pour l'Apocalypse, je veux l'avoir dans ma team. Donc, pour resituer, Glory, c'est la grande méchante de la saison 5. Et en fait, c'est une déesse maléfique qui a la capacité de se changer en plusieurs personnes. Et alors, je veux vraiment pas Ben, je veux juste Glory, parce que Ben, il est vraiment chiant. Mais Glory, c'est une déesse qui adore la mode, qui est hyper canon et qui fait hyper attention à ses chaussures et qui porte des longues robes rouges et qui a les cheveux bouclés. Enfin, elle est trop canon. Elle a certaines des meilleures répliques de toute la série, donc j'adorerais l'avoir dans mon équipe. Et en plus, elle est quand même très, très, très puissante et c'est une des plus difficiles à battre de toute la série. Alors moi, la suivante, c'est Faith. Parce que, un peu pour les mêmes raisons que toi pour Buffy, mais en même temps, Faith, elle est méchante. Donc, ce serait très bien pour mon équipe. J'essaie d'avoir une harmonie dans mon équipe. Il faut que tout le monde... Ouais, mais là, il n'y a pas d'harmonie, c'est juste tout le monde est méchant, quoi. Non, tout le monde a un côté sombre et tout le monde est OK pour être du côté sombre de l'histoire. Et moi, vu que je serai en vampire, j'aurai plus d'âme. Donc, But it's wrong. Non, mais c'est pas grave. Enfin, c'est l'apocalypse. Plus rien n'est bon, plus rien n'est méchant, quoi. Et ils ont déjà gagné. Donc, autant y aller à fond et accepter le nouvel ordre, tu vois. Ouais, je sais pas. Moi, je pense le problème, c'est qu'on n'a peut-être pas perçu l'apocalypse de la même manière, parce qu'il y a eu plein d'apocalypses dans Buffy. Et enfin, s'ils s'étaient tous dit, bon, ben, on se transforme tous en vampires. Et, mais non, mais parce qu'ils ont réussi à prévenir l'apocalypse. Mais s'ils n'avaient pas réussi là, c'est pour survivre l'apocalypse. Donc, ça veut dire que l'apocalypse est déjà arrivé et tu... Oui, mais c'est toujours réversible, tu vois. En tout cas, dans l'univers de Buffy... Ouais, mais moi, je me dis, c'est comme quand on dit, enfin, s'il y a un effondrement total, mais j'essaie pas de survivre, hein. J'ai pas envie de survivre dans une planète comme ça. Autant être, enfin, dans ce cas-là... Bah, le problème, c'est que si t'es transformée en vampire, tu vas survivre même beaucoup plus longtemps que si t'étais humaine. Oui, mais en vampire, je serai dans mon élément, si tu veux. Enfin, ce sera le paradis. Ouais. Donc, c'est ma façon de penser. Et Faith, pour moi, elle fonctionne très, très bien pour ça, quoi. Ouais, j'avoue. Moi, je pense que je supporterais pas d'avoir Faith dans ma team, mais enfin, je la supporte pas vraiment dans la série. Pourtant, elle est assez cool, elle est badass et tout, mais elle est tellement chiante et puis elle a des grosses daddy issues avec le maire. Enfin, oui, c'est vraiment relou. Non, bah du coup, donc il reste un personnage chacune. Je pense que je choisirais Giles, qui était assez haut dans ma liste. Et comme tu as choisi Reaper, j'ai le droit, techniquement. Ouais, mais si j'ai choisi Reaper, est-ce que tu peux avoir Giles, vu que Reaper est Giles plus jeune, est-ce qu'il est disponible plus vieux, vu que je l'ai déjà pris plus jeune? Bah, je sais pas, pour moi, si tu as spécifié que tu voulais Giles Reaper, c'est comme par exemple, ouais, t'as pris Willow vampire, mais je peux avoir la vraie Willow, tu vois. Bon, d'accord. Bah ouais, parce que je pense que Giles, c'est quand même celui qui a une des meilleures connaissances de l'apocalypse. Il a lu beaucoup de livres, et ça, c'est très important. Et puis, en temps d'apocalypse, généralement, on fait... Enfin, bon, j'ai jamais vraiment vécu l'apocalypse, mais j'imagine qu'on fait des feux de camp et que, tu vois, on se rassemble autour du feu pour se raconter des histoires. Et alors, Giles, avec une guitare, à mon avis, il peut vraiment être le roi de l'apocalypse. En plus, il chante hyper bien. Il chante très, très bien. Ouais. Bon, ben moi, mon dernier choix, c'est Anya. Et un peu pour la même raison, parce que, bon, déjà, je l'adore, c'est un de mes personnages préférés. Pour moi, c'était un peu, enfin, c'est un peu comme ça qu'elle a opéré dans la série. C'est le remplacement de Cordelia, hein. C'est elle qui est là pour être... Enfin, le personnage un peu plus comique et un peu plus drôle. Et qui dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Exactement. Et pour moi, voilà, Anya, déjà, elle est très franche. Elle a vécu pendant des milliers d'années, donc elle connaît très, très bien l'univers. Elle était démon, hein, à la base. Enfin, et elle connaît très bien l'univers démoniaque. Et je pense qu'en plus, elle pourrait très vite retomber dedans. Il y aurait pas de problème. Et juste, en plus, elle est sympa, elle est cool. Je l'aime bien. Bon, alors du coup, ça fait quand même des équipes avec beaucoup d'ego et de personnalité, hein, parce que Faith, Anya... Angelus dans la même équipe. C'est vrai. Mon Dieu, mais en même temps, moi, c'est pareil. Hein. En fait, je nous imagine comme une équipe de mercenaires.
C'est vraiment comme ça que j'imagine, parce que c'est pendant l'apocalypse et je nous imagine comme ça. Et pour moi, en fait, ça, c'est la meilleure équipe de mercenaires. Alors, ils vont se taper dessus, mais en même temps, ce sera drôle, tu vois. Ouais, j'avoue. Non, pour moi, vraiment, Spike, c'est pour ça que c'était mon premier choix, c'est que c'est l'arme fatale, puisque, enfin... Ah, mais il a tout. Ouais, et puis, je sais. Si on regarde son track record dans la série, niveau destruction de l'apocalypse... on peut pas faire mieux que Spike. Ah, mais moi, je voulais Spike en premier, mais tu me l'as pris, donc... Mais écoute, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. C'est vrai. Mais tu auras le choix pour le prochain hors-série. C'est toi qui pourras décider en premier quel personnage tu choisis. Très bien, merci. C'était PIC TV, merci Marie. Merci Anaïs. Et merci à vous, chères auditrices et chers auditeurs, de nous avoir écoutés pour ce hors-série de l'été. On se retrouve pour un deuxième hors-série de l'été dans un mois et ensuite à la rentrée. En attendant, vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur slate.fr ou sur votre appli de podcast préféré. Et n'oubliez pas, si l'apocalypse vient, bipez-nous.